Bonjour à tous et à tous. Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui d'être le modérateur d'une table ronde de haute qualité. Nous avons la grande chance d'avoir 4 experts internationaux qui vont pouvoir effectivement nous parler d'un sujet qui aujourd'hui tient une place importante dans la société, qui est l'ISO 37001, 4 ans plus tard, revue des succès, des tendances et des attentes. Alors, pour commencer cette table ronde, j'ai l'honneur de présenter de manière très brève nos panélistes, pardonnez-moi. Alors, je vais commencer par Madame Sophie Gagnon, qui est associée chez Groupe Filia, consultante en éthique et conformité. Alors, pour Madame Gagnon, le développement de la compétence éthique au sein des organisations permet la mise en place de mesures adaptées, pérennes et évolutives. Elle est à même de constater d'ailleurs ces résultats par l'accompagnement de différents gestionnaires en prévention de corruption et de collusion dans les 4 dernières années. Donc, comme l'ISO, on pourra avoir son avis très pertinent sur la question. Le tout évidemment soutenu par 30 années en développement et amélioration du processus. Évidemment, je pourrais en faire des heures, donc je fais une short biographie de nos intervenants. Je vais continuer par Monsieur Paul Lalonde. Paul Lalonde qui est avocat, associé chez Danton et spécialiste en droit de l'anticorruption, du commerce international et des marchés publics. Son engagement dans le domaine de la lutte contre la corruption comprend 9 ans de conseil sur le conseil d'administration de Transparency International Canada, y compris 3 ans à titre de président et président du conseil. Donc là aussi, nous avons cette grande chance d'avoir Paul Lalonde parmi nous. Je vais également ensuite continuer par Marc Tassé. Pareil, je vais raccourcir la biographie et je m'en excuse. Donc, Marc Tassé, qui est un expert réputé dans le domaine de la juricomptabilité et capitalisant plusieurs années d'expérience en matière de lutte contre la corruption. Marc Tassé enseigne également au niveau du programme du MBA pour cadres ainsi qu'à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa et est fréquemment invité à titre de conférencier au Harvard Institute for Learning Enrichment et bien sûr dans d'autres grandes conférences internationales. Enfin, Jean-Pierre Méhan, qui lui aussi est un avocat. Peut-être je me suis trompée sur Monsieur Paul Lalonde. Je ne sais plus si vous êtes avocat, confrère. Oui, c'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Donc, Jean-Pierre Méhan, qui lui aussi est avocat, impliqué dans la lutte contre la corruption depuis plus de 20 ans. Il a mis en place, géré et audité des systèmes anticorruption dans diverses organisations et dirige le groupe de travail ISO sur la norme ISO 37001. Donc là aussi, c'est une grande chance de l'avoir parmi nous. À ce titre, il a d'ailleurs édité un manuel que je recommande sur la norme qui doit paraître très prochainement. Et il a aussi présidé la section suisse de Transparency pendant plusieurs années. Donc, bien évidemment, je vous laisserai le soin de compléter, si besoin en est, chacun d'entre vous, votre cursus, votre carrière qui n'est pas terminée. Voilà, enfin, vos domaines d'intervention. Et pour laisser un petit peu de temps à notre cher public, je vais commencer par poser déjà 2 questions à Madame Sophie Gagnon. Alors, ma première question, c'est quel est le principal défi selon vous lors de l'implantation de la norme ISO 37001 et quels sont, selon vous, les avantages réels constatés par la mise en place des mesures préventives? Je vous laisse la parole. Merci Sandrine. Pour ce qui est des principaux défis qu'on rencontre encore, je dirais encore malheureusement, parce que malgré tous les scandales qu'on voit, quand on arrive dans les organisations pour parler de normes, pour parler de prévention de corruption et de collusion, bien, les gens ne se sentent pas encore impliqués. Si c'est pas des exemples qui sont, ou si c'est pas arrivé dans leur organisation, puis là, je parle pas dans leur domaine, je parle dans leur organisation propre, ils se sentent pas vraiment impliqués. C'est encore, bon, c'est dans telle catégorie d'industrie, c'est dans les autres pays. Chez nous, ça se fait pas. Donc, même s'il y a encore maintenant beaucoup d'exemples, pour les gens, c'est pas encore réel, c'est pas encore quelque chose de concret pour eux.
C'est que ça, c'est le premier constat qu'on fait sur le terrain quand on parle aux gens lors de l'implantation des normes. Par la suite, c'est aussi qu'est-ce qui arrive avec l'image où les gens croient qu'implanter une norme, c'est long, pénible, complexe et ça fait juste rajouter de l'administration. Donc, je crois qu'on a encore du travail à faire, à travailler auprès des organisations, puis à faire en sorte que quand on met ça en place, bien, les gens voient les bénéfices pour eux, voient qu'est-ce que ça leur apporte, eux, dans leur travail, et pas seulement qu'est-ce que ça rajoute comme contrainte. Je pense qu'on a encore un défi à faire pour un défi à relever en termes de communication pour que les gens voient vraiment les avantages concrets dès le début. Des fois, ça peut être difficile parce qu'il y a une partie de compréhension, mais je pense que c'est un défi à relever à ce niveau-là. Et le dernier point, c'est qu'une fois que tout ça est mis en place, quand les normes sont mises en place, les systèmes fonctionnent, le défi, c'est de faire en sorte que le tout demeure vivant au sein des organisations et on ne ressort pas le livre seulement quand l'audit interne ou l'audit externe se met en place. Ah oui, j'ai un audit, je vais aller lire la norme pour m'en rappeler. Ça, c'est une manière de faire, mais je ne pense pas que c'est celle-là qui amène le plus de bénéfices. Il faut vraiment que qu'est-ce qui soit mis en place soit intégré dans la réalité, dans le quotidien des organisations, que ça devienne vivant et vrai. Ça, je pense que c'est un défi de communication, c'est un défi de formation pour qu'à tous les niveaux de l'organisation, on prenne ces règles-là, on prenne ces normes-là, puis on les fait siennes et qu'ils fassent par la suite partie de notre pratique quotidienne. Je ne sais pas si mes collègues ont des points à ajouter, si c'est des choses qu'ils constatent de leur côté. Oui, c'est tout à fait conséquent avec ce que moi j'entends de mes clients, c'est ça. Effectivement. Et pour qu'est-ce qui est des avantages réels constatés, parce qu'une fois que tout ça est mis en place, évidemment, il y en a des avantages si on ne ferait pas ce travail-là, si on n'y croyait pas, mais c'est quand on réussit, et je crois que pour le faire, il faut vraiment impliquer les gens de différents niveaux dans l'implantation de ces normes-là, travailler avec eux pour qu'en même temps qu'on applique des normes, on développe au sein de l'organisation la compétence éthique, on fait en sorte que ça devienne vivant, puis que les gens développent leur habilité d'être capable de détecter la corruption, pas juste avec qu'est-ce qui est écrit, mais parce que, bon, on sait que les règles répondent à qu'est-ce qui a été fait par avant, mais il faut que les gens développent l'habilité pour voir, OK, qui se posent des bonnes questions quand il arrive un événement qui n'est pas habituel, qui ne travaille pas de manière automatique et qui se pose les bonnes questions pour pouvoir porter un jugement puis agir de manière cohérente aux normes qui sont mises en place et aux valeurs qui sont au sein de l'organisation. Et ça, quand ça c'est bien fait, quand on réussit à aller là dans l'implantation des normes, ben c'est un réel avantage de voir qu'on est capable d'aller au-delà des normes, que les gens sont capables par eux-mêmes d'avoir le jugement nécessaire pour faire face à des situations nouvelles ou plus complexes ou différentes. Un autre point qui est bénéfice à l'implantation des normes, c'est la structure qu'apportent ces normes-là, qui peut être vue parfois comme lourd et pénible, mais ça permet d'aller chercher, si je prends comme exemple mettons un exemple concret d'une norme qu'on parle de la prévention de la corruption dans un département, dans un autre département. Il y a des petites parties un peu partout dans différentes normes, mais l'exercice de mettre en place la norme ISO 37001 ou quelque chose qui pourrait s'y ressembler ferait en sorte qu'on rend cohérent les différents bouts un peu partout, on met ça sous un même ensemble, on l'interprète de la même manière d'un département à l'autre et on le vit de la même manière d'un département à l'autre. L'exercice de mettre en place cette norme-là assure une cohérence et assure qu'on voit la même chose partout dans l'organisation qui
qui rentrent dans le périmètre. Ça, c'est un autre avantage que j'y vois. Et le dernier, ce serait vraiment par les audits externes, qu'une fois qu'on rentre dans le processus d'ISO, bien, les audits externes amènent une certaine rigueur ou un certain sérieux à la démarche. On ne peut pas dire, bon, OK, on le sait que dans le quotidien, c'est pas la prévention de la corruption, c'est pas la raison d'être de l'organisation. Donc, il va toujours avoir des choses plus importantes que ça dans la réalité. Les audits internes, ben, force à dire, non, non, regarde, on s'est engagé, il faut vraiment le faire. On ne peut pas le reporter toujours. Il faut vraiment que tout soit mis en place. Donc, ça force les entreprises à faire une démarche d'une manière rigoureuse et aller jusqu'au bout, parce que disons que la réputation pourrait en souffrir. Sinon, quand tu t'annonces haut et fort que tu t'engages, mais tu mets ça de côté, c'est un petit peu plus tannant. Fait que c'est, je ne sais pas si mes collègues ont des points à ajouter sur ces points-là. Non? Okay. Non. Merci beaucoup, Sophie, pour cette claire et brève intervention. Vous avez effectivement résumé, je pense, l'essentiel. Et s'il y a des questions, évidemment, je vous les ferai part. En revanche, si j'ai bien compris, pour vous, l'ISO, aujourd'hui, 4 ans après, c'est un outil qui accélère également, peut-être, qui vient accélérer les entreprises dans leur lutte anti-corruption, parce qu'elles ont aussi un petit peu peur parfois de la sanction. Un petit peu. C'est un bon moyen de rendre des sujets moins faciles à discuter. Si on parle de la corruption, si on parle des conflits d'intérêts, si on parle... C'est pas des sujets que dans le quotidien, on aime parler. Si on pense qu'on est en conflit d'intérêts, si on n'est pas sûr, on n'ira pas facilement en parler à un collègue ou à un patron parce que ça va être tabou. Mais en mettant ces règles-là en place, ben, ça fait que des sujets qui sont tabous deviennent plus communs. On en parle plus aisément. On est plus ouvert à en parler. Puis c'est là que vraiment la prévention se met en place. Quand on est capable d'en parler ouvertement puis de voir venir les coups à place de se taire, rester dans son coin puis de voir s'il va y avoir des conséquences par la suite. Donc, ça permet vraiment de rendre ça vivant, comme je disais au début, là, de faire en sorte que ça soit vécu sans avoir peur d'en discuter, mais regarder l'avantage que ça donne, d'en parler avant, puis de mettre en place les mécanismes qui sont prévus pour ça et de ne pas voir que, exemple, le conflit d'intérêts fait en sorte qu'on ne peut plus agir. Oui, on peut agir, mais dans un certain cadre, en mettant en place certains stratagèmes pour pas qu'on ait de problèmes par la suite. Très bien, ben merci beaucoup. Alors, je vais maintenant me retourner vers Monsieur Paul Lalonde et je vais lui poser 2 questions. La première question, c'est pourquoi si peu d'entreprises, à votre avis, nord-américaines poursuivent la certification? Quelles sont les principales causes de la réticence des entreprises au Canada et aux États-Unis? Et ensuite, comment la norme se comporte-t-elle, à votre avis, à d'autres instruments comme la publication du US Department of Justice, du DOJ, à l'évaluation Corporate Compliance Program et du UK Serious Fraud Office, évaluation Compliance Programme? Voici 2 questions un petit peu vastes. Vous avez effectivement 10 minutes, mais si vous débordez, c'est pas très grave. Écoutez, je vais tenter de rester dans le temps prévu. C'est effectivement des questions assez vastes et sur lesquelles, surtout la première, pourquoi si peu d'entreprises nord-américaines adoptent la norme 37001? C'est un sujet où il n'y a pas beaucoup d'études très scientifiques. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à les trouver s'il y en existe. Par exemple, sous forme de sondage ou autre mesure des impressions nord-américaines sur la norme. Mais au fil des 4 ans depuis l'adoption de la norme, j'ai pu observer anecdotiquement avec mes interactions avec mes clients certaines observations que me fait plaisir de partager.
je commencerai par dire qu'il y a des entreprises en Amérique du Nord, des très grandes entreprises en Amérique du Nord qui adoptent la norme ISO 37001, y compris Microsoft, par exemple, et peut-être l'exemple le plus connu. Pourquoi plus d'entreprises ne suivent pas? Ça m'a longtemps mystifié. Après tout, Madame Gagnon a bien expliqué les avantages et il y a beaucoup de publications dans le domaine qui font état des avantages de l'adoption de la norme. Les lois deviennent de plus en plus exigeantes et les autorités réglementaires et policières deviennent de plus en plus vigoureuses dans leur mise en œuvre des lois anticorruption. Au Canada, certainement suite à plusieurs scandales, et puis des commissions d'enquête qui ont suivi, etc. Mais il reste un courant de résistance en Amérique du Nord qui est clair. Et voici quelques observations. Et je dois dire que moi, je suis un partisan de la norme et j'encourage mes clients à poursuivre l'accréditation et la conformité avec la norme. Mais voici ce que j'entends. Bon, premièrement, ça coûte cher et puis le rendement sur l'investissement est difficile à démontrer. Alors, je suis avocat à l'interne, j'ai un budget limité, je dois éteindre des feux toute la journée. Pourquoi je mettrais mes ressources très limitées et rares dans un projet de cette nature-là? C'est difficile pour moi de le justifier à mes patrons, à mon CFO, à mon conseil d'administration. L'autre chose qu'on entend, c'est que je ne vois pas vraiment de raison claire. Il n'y a rien qui nous oblige à le faire. S'il y a un problème, ça ne nous sauve pas. Ce n'est pas une défense légale à une accusation en cas de dérapement. On a déjà un programme étoffé qui, à notre avis, rencontre les exigences des autorités qui nous concernent. L'autre chose qu'on entend, c'est que ça, c'est un exercice de mécanique, de ticking the box, comme on dit en anglais, qui ne nous dira pas grand-chose sur l'état réel de notre programme. Il y a aussi du scepticisme quant au système d'accréditation. On a des doutes sur le système d'accréditation. C'est un système qui profite aux consultants, mais bon, c'est pas clair pourquoi on a cette mécanique de l'accréditation. Et il y a des doutes qui planent au niveau de l'accréditation suite à certains scandales qui ont impliqué des compagnies qui venaient de recevoir leur accréditation. Alors là-dessus, il y a le dossier bien connu en Italie de la compagnie Eni. Et en Amérique du Nord, il y a une entreprise qui s'appelle Legg Mason qui venait d'être accréditée, qui a aussi été accusée de corruption. Alors, quand on voit ces choses-là, il y a un doute qui plane quant à la valeur de l'accréditation. Et j'ai des explications bien étoffées par rapport à Eni et Legg Mason et tout ça qui expliquent, mais c'est l'impression que ça laisse. D'autres impressions qui planent, c'est que la norme est plutôt générique. Ça s'applique à tout le monde, à toutes les grandeurs d'entreprise, qu'elles soient à but lucratif ou non lucratif, même aux organismes publics. C'est pas pour moi, c'est pas taillé sur mesure pour notre entreprise. C'est une autre chose qu'on entend. Et finalement, l'autre chose qu'on entend souvent de personnes très sophistiquées dans le domaine, ou avec des compétences juridiques très poussées, c'est qu'ils ne sont même pas au courant. Alors, je pense qu'il y a un exercice de conscientisation par rapport à la norme 37001 qui reste à faire. Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès de ce côté-là, mais ça m'étonne encore d'entendre des gens dire qu'ils ne savent pas ce qui est dans la norme, ils ne sont pas au courant de cette norme-là, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont considéré. Alors, ça vous donne un peu un buffet des choses que j'entends de clients quand je discute avec eux de l'accréditation au fil des dernières années. Quant à votre seconde question, comment la norme se compare aux autres instruments d'évaluation des programmes de conformité? Je dirais qu'il y a des importants points communs. Il y a des thèmes communs dans les deux documents.
dans les deux séries de documents, ceux du DOJ et SFO d'un côté et la norme de l'autre côté. Alors, l'évaluation des risques, par exemple, ce qu'on appelle en anglais le tone from the top, les communications du haut de l'entreprise, l'importance des politiques explicites, l'emphase sur la formation, la vérification diligente des contreparties, la protection des lanceurs d'alerte. Bon, il y a tout plein de thèmes de cette nature-là qui sont communs dans les deux séries de documents. Et je dirais aussi que d'avoir la certification, l'accréditation ISO 37001 aide à convaincre le DOJ, par exemple, aux États-Unis, que le programme rencontre les exigences du DOJ, que le programme existant de l'entreprise est conforme aux attentes communiquées dans le mémorandum du DOJ. Alors, je crois que ça vit ensemble très bien, les documents, mais il y a quand même des différences assez marquées quand on regarde les documents avec soi. Je dirais que le SFO puis le DOJ, leurs documents ont des fonctions totalement différentes. Pour le DOJ, le SFO, c'est l'élaboration de considérations que les autorités vont regarder dans le contexte de l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire. Hein, quant à la sanction à poursuivre, quant à s'ils vont même déposer des plaintes au pénal, etc. Alors, c'est rédigé dans le cadre d'un guide pour les autorités quant à l'exercice de leurs fonctions. Et je dirais que ces documents-là sont beaucoup moins détaillés. C'est des documents plus courts. Hein, le plus long a 20 pages, le document du DOJ, et la norme avec ses annexes en a presque 50. Alors, je dirais aussi qu'il y a moins d'emphase sur les contrôles jury-comptables et sur la documentation des processus. On parle moins de ça dans les documents du SFO et du DOJ. La norme aussi est rédigée en termes d'exigences obligatoires assez spécifiques. Hein. Quand on la lit en anglais, c'est plein de « the organization shall ». Point, point, point. On ne voit pas ce genre d'exigence-là dans les documents du SFO ou du DOJ. Plutôt, ce qu'on voit, c'est une liste de facteurs à considérer pour arriver à une conclusion sur quelques questions fondamentales. Et pour le DOJ, ces questions fondamentales-là, c'est est-ce que le programme de conformité est bien structuré, en anglais « well designed ». Deuxièmement, est-ce que le programme est appliqué de façon sincère et sérieuse? Et troisièmement, est-ce que le programme fonctionne en pratique? Alors, pour résumer, il y a beaucoup de thèmes communs, mais des présentations sensiblement différentes vu la fonction différente des différents documents. Alors, j'espère que ça résume assez. Je vais arrêter là. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon 10 minutes. Et puis, c'est parfait, vous êtes largement dans les temps. Et merci encore parce que là aussi c'était très clair. Votre réponse, je pense que est très très intéressante. Et pour rebondir d'ailleurs sur votre question et pour résumer très très rapidement et faire un petit comparatif avec la France et l'Europe. Il est vrai que moi-même étant avocate de profession, lorsque vous dites que les entreprises ne voient pas un intérêt, en tout cas direct, à se faire accréditer, moi, une des manières de les convaincre, c'est de leur dire qu'effectivement, non seulement la norme peut être effectivement accréditée que sur certains départements, et non pas sur toute l'organisation, donc le procurement, donc des départements à risque, ce qui fait un moindre coût. Et puis, souvent, ma petite sanction à moi, c'est de dire, écoutez, vu que vous êtes souvent poursuivi, vous avez le risque d'être poursuivi par le DOJ, le fait d'être impliqué, ou l'AFA, enfin, ou le PNF en France aujourd'hui, hein, le fait d'avoir la norme 37001, évidemment, le risque zéro n'existe pas, comme vous l'avez bien indiqué, mais c'est un moyen de dire aussi, bah, en tout cas, si demain on vient chercher ma responsabilité, moi, je pourrais démontrer que j'ai mis tout en œuvre de manière préventive
pour justement limiter le risque de la corruption. Et après, en tant que CEO ou en tant que top management, malheureusement, là encore une fois, on n'est pas responsable du facteur humain et on ne contrôle pas le facteur humain. Donc, je vois qu'on a les mêmes problématiques en Amérique du Nord qu'en Europe avec cette norme, mais je suis persuadée que dans les années qui viennent, ça va aller en s'améliorant. Alors, juste peut-être rajouter quelque chose. C'est pas quelque chose qui est la méfiance en Amérique du Nord vis-à-vis de la certification n'est pas limitée à ISO 37001. En Amérique du Nord, je pense qu'on fait davantage confiance aux avocats pour conseiller dans ces genres de problèmes plutôt qu'aux certificateurs. L'autre chose, donc on parle d'accréditation, il faut faire attention. Hein. L'accréditation, c'est l'accréditation d'organismes de certification pour certifier la norme. Donc, il faut parler plutôt de certification. Mais la norme ne doit pas forcément être certifiée. On peut très bien utiliser ISO 37001 pour mettre en place et pour gérer un système de management de la corruption sans se faire certifier. Tout à fait, tout à fait. Et vous excuserez mes dérapements, accréditation, certification. Tout à fait, juste comme précision. Mais je voulais juste ajouter au point de Mme Richard. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que ça ne vient pas plus des conseils d'administration et en particulier des comités de gestion de risque et d'audit. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de présidents de ces comités-là qui regardent le CEO comme ça puis il dit comment vous pouvez m'assurer que votre programme de conformité est bon et solide et performant. Quelle validation de tierce partie avez-vous pour m'affirmer ça? Et c'est là qu'une certification ISO, par exemple, ou d'autres, ont une valeur. Et ça m'étonne toujours que ça ne vienne pas plus des conseils d'administration que ce qu'on voit présentement. Enfin. Merci beaucoup, c'était très clair et effectivement vous avez raison, mais là encore je crois que c'est une question de temps et de culture. En tout cas, un jour au conseil d'administration, le CEO lui-même dira je veux la norme, j'en suis persuadée, mais pour l'instant on est dans le step by step, hein, ça prend un peu de temps. Alors maintenant, je vais poser deux questions à Marc Tassé. Première question, Marc, quel rôle croyez-vous que les universités puissent jouer afin de sensibiliser effectivement les futurs dirigeants aux avantages de la norme ISO 37001? Ça sera ma première question. Et ma deuxième question, c'est, et je suis sûre que vous l'êtes, êtes-vous optimiste quant à l'utilisation de la norme ISO 37001 dans une perspective post-pandémie et de relance économique? Bon, bien, merci beaucoup, Sandrine. Pour répondre à la première question, je dirais que c'est un rôle important parce qu'on a la chance de former les futurs dirigeants de demain, de former les personnes qui vont siéger sur les conseils d'administration, un peu comme Paul mentionnait. C'est important de leur démontrer comme tel c'est quoi la norme ISO 37001 et de leur faire comprendre comme tel les aboutissants de cette norme-là. Je crois que très souvent, les gens ont une mauvaise perception ou ont une appréhension qui n'est peut-être pas la bonne. Un peu comme Sophie mentionnait au début, oui, effectivement, il faut la comprendre, il faut voir un peu les limites, mais il faut voir aussi les avantages. Et en tant que professeur, on a cette chance de partager ça avec les étudiants. Une chose qu'on est chanceux aussi, c'est que je dirais qu'ils sont purs au niveau de l'éthique, à savoir que beaucoup d'entre eux sont encore dans le conceptuel. Parce que, puis souvent, c'est de leur expliquer, de leur dire la réalité de la norme, tous les avantages, mais dire aussi certaines limites que la norme peut avoir pour certains dirigeants. Paul mentionnait tantôt qu'il y avait certains dirigeants qui semblaient être un peu réticents. Moi, d'autres réticences que j'ai entendues, c'était autant de dire, bien, avec la norme ISO, ça s'applique aussi à mes partenaires d'affaires. Donc, ma chaîne d'approvisionnement doit aussi être en ligne avec les exigences de la norme. La problématique aussi au niveau de la ligne de signalement.
lorsqu'il y a un signalement, on doit avoir un processus très rigoureux de suivi et de résolution. Et des fois, la problématique, c'est sur les signalements, ça implique des membres de la haute direction. Il y a des gens qui se sentent plus ou moins confortables avec ça. La raison pour laquelle peut-être que des membres de conseil d'administration ne sont pas au courant de cette norme, c'est parce que des fois, la haute direction ne veut pas le partager avec la haute direction, ne veut pas les informer de ça. Mettre d'un autre côté, il ne faut pas que les administrateurs fassent non plus de l'aveuglement volontaire. Il ne faut pas que ce soit tabou, que ce soit l'éléphant dans la pièce qu'on ne veut pas parler. Donc, en tant qu'académicien, on a cette chance de pouvoir partager et de leur susciter un raisonnement. Parce que, puis l'avantage qu'on a aussi, c'est que la nouvelle génération de gestionnaires et de gens qui sortent de l'université sont très, très orientés vers l'éthique. Pour eux, l'éthique a beaucoup d'importance. Et souvent, on fait une distinction entre la conformité et l'éthique. Ce qu'on dit souvent que la conformité, c'est de respecter la lettre de la loi, alors que l'éthique, c'est de respecter l'esprit de la loi. Et à l'université, on a la chance de renseigner l'esprit de la loi. Alors qu'en pratique, des fois, ils voient plutôt la lettre de la loi et ils trouvent l'échappatoire. Ce que j'appelle en anglais le CLO, ça va toujours rire Paul quand je dis ça, ce n'est pas pour Chief Legal Officer, mais c'est pour Chief Loophole Officer. La personne qui est toujours là pour trouver l'échappatoire, qui va respecter la lettre de la loi, mais jamais l'esprit de la loi. Et je pense que la norme ISO 37001, elle fait surtout part justement au Chief Loophole Officer au sein des entreprises. C'est eux qui disent, parce qu'en ce moment, on a trouvé l'échappatoire, nous autres. Là. On respecte la loi, mais on ne respecte pas l'esprit de la loi. Mais avec ta norme, ça va faire en sorte que ça va le mettre en évidence et on ne veut pas cela. Donc, je crois qu'à l'université, on a cette flexibilité en tant qu'académicien de pouvoir susciter cette réflexion, de leur demander de faire des projets, de faire des études là-dessus. Et à ce niveau-là, je pense qu'on suscite un débat qui est très intéressant. Donc, oui, je pense qu'on a un rôle très important. Et deuxièmement, la deuxième question, à savoir si j'étais optimiste pour l'utilisation de... oui, je suis optimiste parce que je pense que de plus en plus, on commence à la connaître. Ce sont des forums comme celui qu'on a en ce moment, qui dure depuis 4 jours, qui permettent de démystifier un peu la norme, qui permet aussi de nous donner vraiment l'heure juste. Et c'est quoi les défis, mais aussi c'est quoi les avantages. Et je pense que, comme vous avez dit, en période de pandémie et surtout post-pandémie, il va y avoir une relance économique. C'est une relance économique qui va faire en sorte que beaucoup de dirigeants d'entreprise vont vouloir montrer des résultats financiers très bons, très positifs. Il va y avoir des attentes très élevées. Et souvent, ce qui est triste, c'est que ces dirigeants-là souffrent de ce que moi j'appelle d'anxiété de performance financière et professionnelle. Donc, ils vont être anxieux en se disant, si on ne montre pas des bons résultats, il va y avoir des conséquences. Donc, peut-être que leur conception de l'éthique va changer un petit peu. Et en plus de ça, ça va être jumelé à des périodes d'élections, autant municipales, provinciales et fédérales. Et l'histoire m'a démontré que dans les 6 mois qui précèdent toujours une élection, c'est à ce moment-là qu'on voit le plus de comportements non éthiques se manifester, surtout dans les projets d'infrastructures de grande envergure. Et je peux vous dire qu'ici au Québec, on en a qui sont en ce moment sur place. Et moi, ce que j'aimerais voir, je suis très optimiste, c'est si on aurait comme tel les donneurs d'ouvrages qui exigeraient que les gens avec qui ils font affaire soient certifiés pour la norme ISO 37001. J'aimerais que les entrepreneurs généraux soient certifiés, ou du moins exigent une certification, ou du moins, si ce n'est pas certifié, au moins qu'ils s'enlignent avec les exigences de la norme. Et je pense qu'à ce moment-là, bien, ça l'aiderait, parce que ça ferait en sorte que ce serait un atout. Parce qu'on a vu des situations où on disait qu'il y avait des coûts de construction qui avaient été gonflés d'environ 30 %. Et je regardais justement hier au midi, on parlait d'un gros projet d'infrastructure qu'on a ici à la Ville de Québec. Et une des choses qu'on disait, c'est qu'on avait mis de côté entre 15 et 25 % du budget pour des coûts accessoires. C'est quoi des coûts accessoires? Il faut faire attention. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'une norme anti-corruption pourrait sûrement aider parce qu'on ne veut pas revoir ce qu'on a déjà vu. On ne veut pas au Québec que la première page de magazine ontarien, ce soit que le Québec est la province la plus corrompue et qu'on voit le bonhomme carnaval avec une valise remplie de cash. On ne veut pas cela. C'est pas le fun. Ça nous suit. Ça faisait 10 ans en octobre dernier que le magazine McLean avait fait ça et on nous en parle encore. Et souvent, les étudiants, l'image qu'ils ont de la commission Charbonneau, c'est cette première page, le bonhomme carnaval avec la valise remplie de cash.
on ne veut pas ça. Donc, je pense que oui, les gens ne veulent plus retourner à ce qu'ils étaient. Donc, oui, je suis optimiste. Je pense que la norme va pouvoir aider. Je crois, Sandrine, que tu es en suite. Pardonnez-moi, Un jeu de mots. je disais merci beaucoup Marc pour cette intervention. Il reste peu de temps et je vois que les questions commencent à arriver. Je vais juste, parce que ça répond à votre table ronde, si vous pouvez déjà, Marc, répondre peut-être à une question avant de laisser la parole à Jean-Pierre Méan. Pour de la cohérence, j'ai une question qui demande si vous pensez que demain, vu que vous êtes optimiste, est-ce que la norme ISO 37001 ne sera-t-elle pas remplacée par un autre outil? Excusez-moi, je n'ai pas entendu le dernier mot. La norme 37001 ne risque-t-elle pas d'être remplacée par un autre outil? Fort probablement. Je peux vous dire qu'il y avait un projet pilote qui a été mis de l'avant par le secrétariat du Conseil du Trésor du Québec qui ont décidé d'arrêter et de plutôt se tourner vers ce qu'on appelle la gestion des risques intégrés. Donc, ils ont vu les avantages de la norme 37001, ont vu aussi peut-être certains défis et ont décidé de changer leur approche vers la gestion des risques intégrés, qui dans le fond rejoint jusqu'à un certain point la norme, mais on a décidé de dire qu'on ne fera pas de ça une norme, on va plutôt faire de ça un processus accrédité. Très bien. Ben, merci beaucoup, Marc. Je cède la parole maintenant à Jean-Pierre Méan. Monsieur Méan, j'ai 3 petites questions que je vais essayer de regrouper en 2. Première question, c'est comment en est-on arrivé à la norme ISO 37001 et quels sont les points majeurs de cette norme? Et deuxième question, c'est de quelle manière la norme peut-elle être utilisée? Alors, on a 10 minutes et après, je céderai la parole parce qu'on a beaucoup de questions. Oui. Très bien. Alors, comment on est arrivé à la norme ISO 37001? Je pense qu'il est important un petit peu de le décrire parce que la norme a répondu à un besoin qui a résulté dans une large partie de la mise en place de la responsabilité pénale des entreprises après l'entrée en vigueur de la Convention OCDE, la mise en place des règles de la Convention dans tous les pays. Donc, les entreprises demandaient des directives claires sur ce qui était attendu d'elles pour lutter contre la corruption dans leur domaine d'activité. Différents instruments avaient déjà été développés, soit par Transparency International, soit par la Chambre de commerce internationale, soit par l'OCDE, soit par le Department of Justice, pour en citer quelques-uns. Mais ces différents instruments créaient une certaine confusion et il était évident qu'on avait besoin d'une norme internationale. ISO, c'est l'Organisation internationale de normalisation. Elle est présente dans quasiment tous les pays du monde, je crois même dans plus de pays que les Nations Unies. Et donc, c'était le forum naturel pour le développement d'une norme. Maintenant, le développement d'une norme ISO, c'est un long processus parce qu'on cherche à établir le consensus le plus large possible. Le point de départ, ça a été la norme développée au Royaume-Uni par le British Standard Institution, mais qui déjà reflétait aussi ce qui avait été fait précédemment dans les différents instruments. Alors, on a formé un comité pour l'élaboration de la norme en 2013. Ce comité avait plus de 140 membres, provenant de plus de 50 pays. Marc et moi-même étions membres du comité. Et les membres étaient des experts dans les domaines de la lutte contre la corruption ou des représentants des organismes de normes nationaux, où il y avait aussi des observateurs, de représentants de groupes intéressés comme Transparency International. Les réunions ont eu lieu à Londres, Madrid, Paris, Mexico, Miami et Kuala Lumpur afin de répartir un petit peu les frais de voyage pour tout le monde.
Et finalement, le projet a été soumis aux membres nationaux d'ISO qui l'ont accepté à une large majorité en octobre 2016. Maintenant, de quelle manière la norme peut-elle être utilisée? Alors, comme je l'ai dit précédemment, quand on pense à ISO, on pense surtout à la certification. Hein. Et la certification n'est pas la seule manière d'utiliser la norme. ISO, d'ailleurs, ne fait pas de certification. ISO a mis en place des règles sur la manière dont la certification doit être conduite, mais ISO elle-même ne fait pas de certification. La plupart des normes ISO ne sont pas certifiables, d'ailleurs. Il y en a un petit nombre qui sont certifiables. ISO 37001, je pense qu'on peut le dire, contient les bonnes pratiques en matière de management de risque de corruption. C'est une sorte de codification de tout ce qui s'est fait dans le domaine. C'est plus détaillé, effectivement, et tout à fait, comme Paul Lalonde l'a dit, de manière tout à fait juste. C'est sous un autre angle, c'est sous l'angle de la prévention, essentiellement, alors que les guides du SFO et du DOJ sont des organes des instruments d'organes de poursuite. La norme, elle peut d'abord être utilisée pour mettre en place un système de management anticorruption, hein, pour vérifier où se situe un système existant qu'on a mis en place, où se situe par rapport aux bonnes pratiques internationales pour faire du benchmarking. La norme peut aussi être utilisée pour évaluer des partenaires d'affaires, s'assurer qu'ils ont bien géré leur risque de corruption. Ça, c'est une précaution d'ailleurs indispensable si une organisation veut éviter qu'on lui reproche d'avoir fermé les yeux sur les pratiques de certaines de ses partenaires dont elle pourrait avoir profité. La mise en place de la norme peut aussi servir à rassurer le conseil d'administration ou des investisseurs sur la manière dont la direction gère le risque anticorruption, avec ou sans certification. La certification, effectivement, c'est peut-être plus efficace. Elle peut aussi être utilisée pour démontrer les bonnes pratiques de l'organisation, la culture de l'entreprise, ce qui est aussi un point positif vis-à-vis du personnel. Mais il est vrai aussi que la norme, d'abord, n'offre pas de garantie qu'il n'y aura aucun acte de corruption dans le périmètre de l'organisation. Elle n'est pas une protection contre une poursuite. La certification renforce les effets de la norme à condition qu'il s'agisse de certification par un organisme accrédité, parce que il est tout à fait possible aussi, il y a beaucoup de certifications par des organismes qui ne sont pas accrédités. L'autre question, c'est les points majeurs de la norme. La pierre angulaire de la norme, c'est la politique anticorruption. Donc, il faut le dire, donc, c'est une politique par laquelle l'organisation s'interdit de pratiquer toute corruption, directe, indirecte, active ou passive, c'est-à-dire payer des pots de vin ou en recevoir. La politique doit être visible, elle doit avoir le support et l'engagement au niveau les plus hauts de l'organisation, c'est-à-dire au conseil d'administration, au conseil de surveillance, ainsi qu'à la direction générale. Il faut mettre en place une fonction de conformité anticorruption qui doit avoir suffisamment d'autorité, d'expérience et d'indépendance, parce que c'est une fonction qui peut être appelée à présenter des positions qui vont à l'encontre de certains objectifs de l'organisation. Maintenant, la mise en place d'une fonction de comité anticorruption ne veut pas dire que le respect de la politique anticorruption est délégué à cette fonction.
le respect de la politique anticorruption, elle relève de tout le personnel à tous les niveaux de l'organisation. Maintenant, sur le plan du support qui est requis pour la mise en place et la gestion d'un système anticorruption, il faut que suffisamment de ressources en termes de personnel et de moyens soient dédiés à la management du système. Il faut que les personnes impliquées aient les compétences requises pour remplir leurs tâches. Il faut conduire des séances de sensibilisation et de formation pour tout le personnel régulièrement. La politique anticorruption doit être communiquée aussi bien à l'interne qu'à l'externe vis-à-vis des partenaires d'affaires. Sur le plan opérationnel, il faut introduire des contrôles financiers et non financiers. Ce qui est aussi très important, c'est de surveiller les partenaires d'affaires, de conduire une due diligence quand on les engage, de s'assurer qu'ils respectent la politique anticorruption ou une politique équivalente dans leurs activités pour l'organisation. Et puis, on doit aussi mettre en place des lignes directrices pour les cadeaux et les marques d'hospitalité qui sont souvent utilisés comme des canaux pour faire passer des pots de vin. Et aussi mettre en place un système de whistleblowing, d'alerte pour permettre des signalements éventuels d'actes de corruption. Alors, tous ces instruments sont utiles pour permettre le respect d'une politique anticorruption, mais le point le plus important, certainement, c'est la conviction et l'engagement des organes de direction de l'organisation afin d'établir une culture de transparence et d'intégrité dans l'organisation. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre Méan, pour votre intervention. Je sais que le temps était imparti, sinon vous auriez pu continuer des heures pour expliquer effectivement tous les avantages et quels étaient les points importants de la norme, notamment la cartographie des risques. Nous avons beaucoup de questions, donc je vais essayer de regrouper les questions. Donc là, je vous laisse le soin d'y répondre comme vous le souhaitez. Alors, j'ai une question. Alors, en étant certifié avec la norme ISO 37001 comme PCB Lead, avons-nous une responsabilité pénale à l'égard de l'entreprise? Je ne sais pas qui peut répondre. Pouvez-vous répéter la question? Oui, alors je répète comme elle m'est posée. Moi aussi, j'ai un petit peu de mal, mais je pense avoir compris l'idée. En étant certifié avec cette norme, donc j'imagine que c'est la norme ISO, comme PCB, Lead, avons-nous une responsabilité pénale à l'égard de l'entreprise? Je pense que la question doit s'entendre. En fait, si on se fait normer, est-ce que notre responsabilité peut être réduite ou je pense que c'est plus, à mon avis, dans ce sens. C'est plutôt dans ce sens-là, disons que la certification, c'est pour essayer de mitiger la responsabilité pénale. Donc, si on fait une certification et qu'on est pris dans une procédure de corruption par une personne dans l'entreprise, on peut dire, écoutez, c'était un dérapage. Nous avons une politique anticorruption sévère. Nous la mettons en place d'une manière efficace. Et si ça s'est passé, c'est une violation de la politique. Donc, la responsabilité pénale de l'entreprise ne doit pas être engagée ou elle doit être réduite considérablement. Maintenant, évidemment, simplement le fait d'avoir une certification ne va pas exonérer de toute responsabilité pénale parce qu'il faut encore que le système soit vraiment bien mis en place de manière efficace. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est si, une question qui est aussi intéressante, si les organes d'une entreprise pourraient être tenus responsables, soit pénalement, soit civilement, pour ne pas avoir mis en place de système de management anticorruption, certifié ou non, ISO 37001 ou non. Et ça, c'est une possibilité aussi qu'on puisse reprocher
à des dirigeants de ne rien avoir fait pour empêcher des pratiques corruptives. Ça s'est fait d'ailleurs. Oui, ben c'est ça. Ça serait dans le contexte d'une action en responsabilité civile, peut-être par les actionnaires, dont l'avoir aurait perdu beaucoup de valeur à cause des dérapements de l'entreprise et le défaut d'avoir mis en place une politique ou un mécanisme de conformité adéquat. Juste pour dire aussi que l'explication de M. Méhan, tout à fait d'accord avec ça quant à comment la norme joue dans le contexte d'une poursuite pénale. Dans le contexte canadien, ça jouerait au niveau de la décision discrétionnaire si on va porter des accusations pénales contre l'entreprise ou non, ou si on va porter des accusations plutôt contre les individus impliqués. Et deux, ça va jouer au niveau de la sévérité de la pénalité que les autorités vont chercher à imposer. Merci beaucoup. Alors, je passe à une autre question. Alors, étant donné que la non-conformité peut avoir des conséquences négatives telles qu'une atteinte à la réputation, une perte de licence d'exploitation, une perte d'opportunité et donc un coût, comment se fait-il que les directions générales aient du mal à reconnaître l'importance stratégique d'intégrer la vigilance et le signalement des violations à la norme? S'agit-il d'une mauvaise compréhension des risques ou de l'absence de risques financiers significatifs? Alors, c'est une question très intéressante. Je pense que tout le monde ici pourrait effectivement y répondre. Je pense que vous y avez déjà plus ou moins répondu par le biais de vos interventions. Je vous laisse la parole. Alors, très rapidement, parce que j'ai encore beaucoup de questions, sauf si après on peut déborder un petit peu, mais je pense qu'on ne pourra pas déborder non plus trop longtemps. Alors, qui voudrait répondre à cette question assez vaste, mais très pertinente, effectivement? Ben, si je peux commencer, moi je dirais peut-être que c'est une très mauvaise évaluation des risques, et surtout du risque réputationnel. C'est facile des fois d'identifier le risque légal, le risque financier, mais le risque réputationnel, c'est beaucoup plus difficile qu'on croit. Des fois aussi, il y a des gens qui ont un appétit pour le risque qui est trop élevé pour les conséquences qui pourraient en résulter. Et je pense que c'est la gestion du risque résiduel, parce qu'on essaie toujours de réduire le risque à un niveau acceptable. Mais c'est comment qu'on définit un risque acceptable? Et ces discussions-là, malheureusement, ne se font pas très souvent au sein de conseils d'administration. Ce sont plutôt des gens de la haute direction qui, entre eux, la personne qui est responsable de l'évaluation des risques et aussi de la gestion des risques, qui va essayer de définir qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, quelles pourraient être les conséquences négatives. Sauf que je rejoins un peu l'idée de la question que la personne a envoyée. Il faut faire en sorte de tenir compte des impacts à court terme ainsi qu'à long terme. Parce qu'on sait, l'expression en anglais qu'on dit toujours short-term gain, long-term pain. À cette heure, on le voit de plus en plus. Si c'est le fait que ça peut affecter dans plusieurs années, c'est peut-être pas nécessairement une action qui va être immédiate, ça peut être très long. Donc, quand on fait l'évaluation du risque réputationnel, il faut vraiment être vraiment attentif. Je laisse la parole à Carole, à Sophie, excuse-moi. Si je peux ajouter un petit point, je pense qu'il y a aussi une mauvaise compréhension, comme le disait Paul tout à l'heure, une mauvaise compréhension de ce qu'implique la mise en place d'une norme telle que ISO 37001. Les gens voient ça lourd, complexe, mais à la place d'essayer de trouver des stratégies pour le joindre à une autre norme, combiner des certifications, combiner les systèmes d'audit, il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on peut faciliter l'implantation de cette norme-là. C'est qu'actuellement, je pense qu'elle est encore mal comprise et qu'on voit ça plus lourd que ce que ça peut être, effectivement. Très bien. En gros, pour résumer, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, le top management et le conseil d'administration n'ont pas, tant qu'ils n'ont pas été sanctionnés d'ailleurs, tant qu'ils n'ont pas malheureusement été sanctionnés, ils ne se rendent pas compte de l'intérêt d'être normé. En tout cas, si ce n'est pas d'être normé, de pouvoir mettre en place ce qui est préconisé dans la norme ISO 37001.
Donc effectivement, je pense que, comme vous le disiez, il y a aujourd'hui malheureusement pas vu, pas pris. Hein, c'est un petit peu l'idée. Donc ils n'ont pas cette conscience. Et puis il faut encore un peu de temps en discuter, comme le disait Marc, par le biais des universités, des grandes écoles. Je pense qu'il y a un vrai travail préventif et de formation à faire auprès de nos dirigeants privés, je parle, mais publics aussi d'ailleurs. Mais ce n'est pas le débat ici. Alors, je continue encore, je crois. Est-ce que j'ai encore oublié une petite question? Alors, il y a une question. Comment se fait l'évaluation de la norme? Évaluation se fait-elle à mi-parcours ou à posteriori? Et je prends une nouvelle question aussi. Comme ça, vous pourrez y répondre. Alors, y a-t-il des raisons pour lesquelles les agences nationales de lutte contre la corruption semblent ne pas se servir efficacement de la norme? Les actions de prévention semblent abandonnées au profit de la répression. Je pense qu'on y a un petit peu répondu sur les actions de prévention. En revanche, si vous souhaitez répondre effectivement aux raisons pour lesquelles les agences nationales de lutte semblent ne pas se servir efficacement de la norme et répondre en même temps à l'évaluation de la norme mi-parcours ou a posteriori. Ce qui concerne, enfin, moi j'ai vécu en tout cas des cas où effectivement, si vous avez un programme qui a été mis en place, tout procureur, tout organe de poursuite voudra voir ce qui a été fait. Si ça a été fait d'une manière efficace, j'ai vu des cas où même le dossier de certification a été saisi par le procureur, qui croyait d'ailleurs avoir trouvé un trésor, hein, et en fait, il a trouvé un dossier de certification qui montrait que l'entreprise avait bien mis, après les pratiques qui lui étaient reprochées, avait en tout cas mis un programme tout à fait efficace. Et avait reproché, par contre, ce qui avait été souligné aussi dans l'évaluation, que les ressources, la formation des gens qui étaient chargés de la mise en place du système n'était pas suffisante. Pas qu'elles étaient inexistantes, mais qu'elles n'étaient pas suffisantes, qu'ils auraient dû être mieux préparés et avoir davantage de ressources. Par exemple, une des choses, et ça, on en tient compte lors de, comme disait Paul Lalonde, lors de la fixation de la peine. Donc, c'est pas juste de dire que les organes de poursuite les ignorent complètement. Moi, j'ajouterais peut-être très rapidement, si vous permettez, qu'il y a des exemples de mise en œuvre, d'adoption de la norme comme exigence, par exemple, dans les marchés publics dans certains pays. Il y a le Pérou, il y a Singapour, il y a d'autres pays où ça se répand, ça devient de plus en plus commun de voir une certification 37001 être une exigence pour participer dans des contrats publics, par exemple, des marchés publics. Alors, il y a une utilisation qui se fait, ce n'est pas répandu encore du tout en Amérique du Nord, mais qui sait, ça viendra peut-être. Et certainement, les autorités d'enquête pénale prennent en considération les efforts des entreprises reliés à la norme, là où c'est pertinent dans les enquêtes particulières. Alors, ça dépend ce qu'on entend par utilisation efficace ou utilisation ou référence à la norme. Ça existe, il y en a et ça progresse. Très bien. Juste pour, il reste 2-3 questions. L'évaluation de la norme, elle se fait à mi-parcours ou a posteriori? Très rapidement. C'était une évaluation pour la certification, c'est pas à mi-parcours, c'est à posteriori, c'est une fois que la norme a été mise en place. Hein. Donc si on veut avoir des conseils à mi-parcours, on peut les avoir, mais l'organisme qui donne des conseils ne peut pas faire la certification. Pas possible. Donc la certification est a posteriori. Donc voilà. Et c'est dans ce domaine-là, par exemple, que moi, j'ai tendance à intervenir pour les clients. Je les aide à
évaluer leur programme et améliorer leur programme Voilà. pour ensuite se soumettre à la certification quand ils seront prêts. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour la réponse à cette question et ne pas oublier que la certification n'est valable que 3 ans à titre de rappel et qu'elle n'est pas valable ad vitam aeternam comme parfois on pense. Alors, encore 2 questions. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir répondre à toutes les questions. Hein. Je vais faire un petit peu de choix, désolée. Alors, quelle est la place d'un manuel des procédures ou de la charte éthique dans une entreprise? Alors, je pense que la question, c'est l'importance en fait d'une charte éthique dans une entreprise. Ça doit être une première question. Et enfin, la dernière question, quel est l'apport de la Convention de Kyoto révisée dans la lutte contre la corruption dans la douane? Alors là, c'est un petit peu hors sujet, je pense. Si on a le temps, on y répondra. Mais pour le coup, je privilégie les questions qui sont axées sur notre sujet. Donc effectivement, quelle est selon vous la place de la charte éthique dans une entreprise? Alors, je peux vous dire que moi, j'ai fait un certain nombre de certifications et aussi d'accréditations. On regarde en général que la charte d'éthique de l'entreprise, par exemple, soit disponible sur Internet et soit disponible à un niveau assez élevé. C'est-à-dire que c'est pas après une dizaine de clics, ça devrait être après 2-3 clics au maximum qu'on puisse atteindre la charte d'éthique. Et puis dans l'entreprise, elle doit être communiquée à tout le monde, elle doit être connue, accessible par absolument tout le personnel. Si je peux ajouter, je dirais que c'est bien aussi quand cette charte-là est lue de manière régulière, formée et que les gens s'engagent envers cette charte-là, qu'il y a une espèce d'engagement de part des employés, des individus partout dans l'organisation à aller dans cette démarche. Donc pour vous, elle a une place quand même qui est fondamentale au sein d'une entreprise et elle fait partie des points fondamentaux dans un système de management anticorruption. Et un point fondamental dans tous les documents auxquels on a référé, du SFO, du DOJ, de la norme, etc. C'est un thème qui revient toujours. Comme je disais, ça fasse partie de la vie de l'organisation. Il faut que ça fasse partie de la culture organisationnelle, que ce ne soit pas seulement une politique mise à la limite sur la première page du site Internet de l'organisation. Il faut qu'elle soit vécue dans les opérations quotidiennes, que les principes soient vécus. Très bien. Bon, alors, je pense que j'ai fait le tour des questions, sauf l'apport de la Convention de Kyoto. Pardonnez-moi, moi, je n'ai pas de réponse pour cette question. Je ne sais pas si vous l'avez, auquel cas on pourra… désolée pour la personne qui a posé cette question. Mais je ne sais pas si un de vous avait une réponse dans la lutte contre la corruption dans la douane. Alors, de mémoire, je ne connais pas la convention de Kyoto sur le bout des doigts, mais en revanche, pour tout ce qui est lié aux douanes, ils ont leur propre réglementation. En tout cas, en ce qui concerne la France, le code des douanes et la réglementation douanière répond à ses propres règles, un petit peu comme les banques. Je pense que ça doit être pareil un petit peu en Europe. Et puis la lutte contre la corruption dans les douanes, c'est quand même une question qui est un petit peu large, puisque les douanes participent activement à lutter contre la corruption. Donc, je ne sais pas. Je ne saurais pas quoi répondre à cette personne. Si J'ajoute de façon concrète en 10 secondes, parce qu'on est déjà largement passé notre temps, que le domaine des douanes en est un où il y a des très hauts risques de corruption, beaucoup d'instances de corruption. Moi-même, dans le cadre de certaines enquêtes que j'ai faites pour certains clients, j'ai trouvé des factures de courtiers en douane qui avaient des lignes dedans, des items facilitation payments.
qui étaient évidemment des entrées comptables pour payer des pourboires, des pots de vin aux agents de douane. Alors, c'est un domaine riche en risques de corruption et je dois avouer que je ne connais pas beaucoup de très près la Convention de Kyoto concernant les douanes, mais c'est un domaine où il y a beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup, Monsieur Lalonde, pour votre réponse. Écoutez, en tout cas, ce fut un honneur de pouvoir être le modérateur de cette brillante table ronde. Merci à vous toutes, enfin, à Sophie et à vous tous pour votre participation, la clarté de vos réponses, votre enthousiasme. J'espère qu'on a pu répondre, et j'en suis certaine, que vous avez pu répondre à toutes les questions. Et puis encore une fois, merci. Je pense que là, nous pouvons effectivement dire au revoir à notre audience. Merci encore. À très Merci bientôt. à vous, Madame Richard. Au revoir. Merci à toi.